plaisir de recevoir Golnar Narimani pour notre combienième séance. Bonjour Thierry, du séminaire interne de notre axe 1 de l'IFIG, consacré donc depuis quelques temps à l'institution, au conseil d'institution. Golnar nous a proposé Golnar qui est en doctorante à l'IFIG, nous a proposé donc une intervention sur son domaine de spécialité qui est la philosophie de l'art. Ben si, non ? Oui. C'est bien le cas. Eh bien, nous t'écoutons, avant que tu aies quelque chose à dire, Jérôme. Merci à tous d'être là et à tous. Alors, merci pour cette invitation. D'abord, oui, mon spécialité, c'est philosophie de l'art, mais pas nécessairement l'institution. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau. Donc, j'ai essayé de lier deux domaines qui sont bien différents et on va voir comment ça fonctionne. Le titre de mon intervention, c'est l'art et l'institution de l'art. Voilà, je commence. En réalité, et nous le savons tous, en art et dans une bonne centaine d'autres domaines, les choses telles qu'elles sont et ont été ne peuvent qu'opprimer, décourager celles et ceux qui n'ont pas la chance d'appartenir à la race blanche, de préférence à la bourgeoisie et surtout au sexe masculin. La faute n'en incombe pas aux astres qui nous ont vus naître, à nos hormones, au vide de nos espaces intérieurs, mais à nos institutions et à notre éducation. Linda Nacklin, pourquoi n'y a-t-il pas jamais eu de grandes artistes femmes? Lorsqu'on le discute de l'art, nos discussions adressent inévitablement les institutions de l'art. Aujourd'hui encore, une part significative de notre expérience esthétique se déroule au sein de ces institutions, les musées, les galeries, les cinémas, théâtres, etc. Depuis l'apparition du Salon des Refusés, une tension persistante oppose les institutions de l'art en tant que législatrice aux arts, aux œuvres d'art qui remet en question ces normes établies. Cette tension s'est accentuée et devenue plus explicite, bien que les institutions d'art parviennent souvent à la dissimuler sous diverses formes. Une analyse exhaustive de cette longue histoire dépasse les limites de cette présentation, raison pour laquelle nous nous concentrons spécifiquement sur le XXe siècle, période durant laquelle la tension entre les institutions et les œuvres d'art s'articule de manière théorique plus claire. Nous commencerons par un résumé de cette théorie, la théorie de l'institution de l'art, puis nous examinerons les critiques qui ont émergé au sein même des institutions de l'art. Enfin, nous explorons la possibilité d'adopter une perspective différente sur cette tension. Pour cette dernière partie, nous proposons une interprétation lévinassienne de l'œuvre d'art, tout en reconnaissant que cette sortie des sentiers battus nécessite une exploration plus approfondie et un développement ultérieur. En 1964, Arthur Danto, critique de l'art et philosophe, publia un article intitulé « Le monde de l'art » qui révolutionna profondément les théories de l'art et l'esthétique, déterminant les bases de ce que nous appelons aujourd'hui les théories institutionnelles de l'art. Danto s'interrogeait sur l'apparition de nouvelles formes de l'art qui ne correspondaient à aucune des deux théories majeures de l'art jusqu'à son époque, selon Danto, la théorie de l'imitation et la théorie réaliste. Ces œuvres nouvelles se caractérisent par leur indiscernabilité des objets quotidiens. La fontaine de Marcel Duchamp et les boîtes de Brillo d'Andy Warhol que vous voyez sur les deux premiers slides de PowerPoint et le lit de Rauschenberg figurent parmi les exemples emblématiques de telles œuvres. Pour démontrer pourquoi ces objets devraient être ou pourraient être considérés comme l'œuvre d'art, donc indépendamment de leur valeur, Danto a inventé la notion de monde de l'art, le décrivant de manière suivante. Je cite, « C'est la théorie qui intègre les œuvres dans le monde de l'art. Voir quelque chose comme de l'art nécessite quelque chose que l'œil ne peut pas apercevoir. Une atmosphère de théorie artistique, une connaissance de l'histoire de l'art, bref, un monde de l'art. »
Dès le début, la définition semble problématique, car comment est-il possible d'avoir une théorie qui distingue entre les œuvres d'art et les objets réels quotidiens et en même temps rend possible le monde de l'art et l'art lui-même, lequel est apparu en premier? De plus, si le monde de l'art est la théorie de l'art de Danto lui-même, dire que la théorie de l'art rend le monde de l'art possible revient à affirmer que le monde de l'art rend possible le monde de l'art. De plus, la notion de monde de l'art comporte deux autres problèmes significatifs que Danto reproche finalement à la théorie de George Dickey, philosophe et critique de l'art américain. Premièrement, elle se transforme facilement à une théorie élitiste de l'art où seules les personnes ayant eu accès à ce monde de l'art sont capables d'émettre des jugements de valeur sur l'art, tandis que la majorité devrait suivre ou accepter l'opinion des membres du monde de l'art. Deuxièmement, ni chez Danto, dans cet article, ni chez Dickey, la notion du monde de l'art n'adresse pas sa propre nature construite, ou alors sa circularité, et ne répond pas à la question de savoir pourquoi et sous quelles conditions les individus deviennent membres de ce monde et donc éligibles pour juger l'art. En d'autres termes, la théorie du monde de l'art risque s'enfermer au reste du monde et potentiellement oublier le champ sociopolitique de l'esthétique. Bien que Danto lui-même n'ait pas reconnu la circularité ou un manque de politique de l'esthétique, les conséquences de sa théorie entre les mains de George Dickey l'ont amené à réagir à la théorie institutionnelle de l'art de Dickey, qui était en réalité une continuation et une radicalisation de la notion du monde de l'art de Danto. Selon Noel Carroll, qui critique Danto et Dickey, si le monde de l'art de Danto est un monde des idées et des théories de l'art, celui de Dickey est un monde des personnes, des artistes et de leur public, des autorités de l'art. Dans son texte fondateur Qu'est-ce que l'art? Une analyse institutionnelle de 1971, George Dickey présente sa célèbre définition institutionnelle du monde de l'art. Je cite, « Lorsque j'appelle le monde de l'art une institution, je veux dire qu'il s'agit d'une pratique établie. Une œuvre d'art au sens classificatoire est un artefact, un ensemble d'abord et ensuite un ensemble d'aspects auxquels a été conféré le statut de candidat à l'appréciation par une ou plusieurs personnes agissant au nom d'une certaine institution sociale. » L'enjeu des définitions de Dickey et Danto pourrait être reformulé comme une tentative de maintenir l'art autonome et distinct des autres objets et indépendant des forces externes ou des influences hétéronomes. Ce qu'il ignore tous les deux, c'est la nature hétérogène ou bien hétéronome du monde de l'art lui-même. Notre tâche consiste alors ici de montrer qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une théorie institutionnelle de l'art pour justifier l'autonomie de l'art et distinguer l'art des objets quotidiens, mais on peut parler de manière convaincante d'une autonomie hétéronome de l'art en s'appuyant sur une autre réflexion philosophique, c'est-à-dire la réflexion de Lévinas. Pour résumer, il se pourrait bien que, plus qu'intéressé à l'instar de Dickey par une définition universelle et nécessaire de l'art, Danto et Dickey soient captivés par les possibilités et les potentiels de la théorie de l'art afin qu'elle puisse justifier l'existence des boîtes de Brillo de Warhol et d'autres formes de l'art conceptuel. Et pour sa part aussi, George Dickey, en répondant aux critiques de Danto, écrit en 2012, je cite, « Lorsque j'ai parlé d'un agent de l'institution, j'avais en tête les activités d'un artiste individuel et lorsque j'ai parlé des agents, je pensais aux activités des groupes qui réalisent des films, des pièces de théâtre, des opéras. Dans ma dernière tentative, que j'espère être la finale, de formuler la théorie institutionnelle de l'art en 1984, j'ai simplement parlé de la création d'un artefact, mais dans aucun de ces cas, je n'ai voulu dire que c'était le monde de l'art en tant que groupe qui créait les œuvres d'art. Je parlais des artistes individuels et de groupes d'artistes créant de l'art. Cette explication peut être interprétée comme une réfutation de la théorie du monde de l'art, car elle suggère que ce monde ne joue finalement aucun rôle pour l'art. Même si elle est perçue comme une justification de ce dernier, Dickey ne réussit toujours pas à clarifier la véritable nature du monde de l'art, ni à expliquer comment on peut être
considéré comme un membre de ce monde, tout en toujours soulignant qu'il faut un monde de l'art, des institutions de l'art pour qu'on puisse définir l'art. En outre, le fait qu'un artiste désigne un objet comme une œuvre d'art ne le transforme pas automatiquement en art, ni ne garantit sa reconnaissance en tant que tel. Autrement dit, la critique, ou alors selon les critiques formulées par Noel Carroll et Lydia Gore, ni Danto ni Dickey ne parviennent à définir précisément ce qui est l'art et leur définition se révèle trop vague et générale. Le problème n'est pas tant la conceptualisation de l'institution de l'art en elle-même, mais plutôt ce qu'on pourrait nommer le problème de White Cube. De la notion de White Cube. Cette notion, inventée par Brian O'Doherty dans son article en 3 parties publié en 1976 dans Art Forum sous le titre Inside the White Cube, montre un espace neutre et isolé, généralement peint en blanc, où l'attention est exclusivement portée sur les œuvres d'art. C'est le 4e et le 5e slide dans le PowerPoint. Ce cadre tend à cacher les aspects non artistiques des galeries et des musées, tels que les toilettes ou les bureaux de personnel, le bureau de curator, masquant par là les dimensions politiques, économiques et matérielles de l'art. Ce lieu purifié, comme vous voyez dans les images, et ce sont les lieux habituels de voir les œuvres d'art, qui est l'un des lieux principaux pour exposer l'art encore aujourd'hui, peut être perçu comme le sommet d'une théorie institutionnelle de l'art, dépolitisée. Autrement dit, avec Jana Wey, être une œuvre d'art semble relever d'un statut arbitraire. Une fois dans les cadres de White Cube, c'est de l'art, c'est fini. Si nous qualifions certains objets d'œuvres d'art et leur attribuons une expérience unique et indépendante, il doit alors exister un élément au-delà de l'appartenance au monde de l'art ou de l'attribution de statut de l'art par une institution quelconque qui confère à un objet sa qualité d'œuvre d'art. Comme le dit Richard Cohen en explorant l'esthétique de Lévinas, la question n'est pas seulement qu'est-ce que l'art, mais quelle est sa signification. La théorie institutionnelle n'aborde pas de manière adéquate la question de la signification ou de la valeur de l'art. Définir l'art ne suffit pas. Il est également nécessaire de comprendre l'origine et les implications de cette définition. Enfin, la théorie institutionnelle de l'art peut créer une autonomie tyrannique du monde de l'art et mener à ce que Oliver Marchart appelle idéologie spontanée du monde de l'art. L'aspect particulièrement important de ce domaine et son idéologie est une certaine autodéfense contre l'activité politique des artistes et l'art explicitement engagé, où, je cite, « chaque orientation vers l'activisme politique est perçue comme une perturbation du fonctionnement fluide de ce domaine, parce que à chaque fois que le politique crée une rupture, un espace de contingence s'ouvre au sein de cadres institutionnels du domaine. » Fin de citation. Il semble donc que les définitions institutionnelles de l'art rencontrent des problèmes significatifs pour montrer la valeur de l'art engagé et politique, d'où également leur réserve vis-à-vis cet art, et au mieux, elle offre une définition de l'art très ambiguë et trop large. La critique institutionnelle, dans un deuxième temps, a émergé parallèlement au développement de la théorie institutionnelle de l'art. Et cette critique ne s'est pas passionnée comme une réfutation directe de cette dernière, mais plutôt comme une démarche complémentaire, initiée par les artistes eux-mêmes au sein de l'institution. Ces artistes ont adressé ce que les postures institutionnelles envers l'art avaient oublié, les structures politiques, sociales et économiques fondant les institutions de l'art et leur théorisation. Parmi ces artistes, on peut parler de Daniel Buren, Hans Hacke, Michael Asche et Marcel Bruthez. C'est très difficile de prononcer son nom. Ils ont créé des installations, des interventions artistiques mettant en lumière la prétendue neutralité des institutions de l'art et démasquant leur assise politique et économique dans les années 1960 et 1970.
sur slide 6, 7 et 8, on va voir quelques exemples de ces œuvres. Cependant, comme le souligne Andrea Fraser, l'un des fondateurs de la seconde vague de cette critique, je cite, « Les pratiques désormais associées à la critique institutionnelle semblent, pour les artistes de ce mouvement eux-mêmes, d'être institutionnalisées. » Au printemps 2021, Daniel Buren a offert une installation majeure au musée de Guggenheim, le même musée qui avait censuré son œuvre et celle de Hans Haacke en 1971. Il apparaît aujourd'hui que l'institution est capable d'incorporer, de diriger tout mouvement critique et de réinstitutionnaliser tous ces mouvements. Marcel Bruthers, par exemple, a récemment cédé son musée de l'art, qui s'appelle Musée de l'art département des Aigles, sur slide 6, 7 et 8, ce sont les œuvres de Marcel Bruthers, au MoMA de New York. Selon Fraser, la critique institutionnelle n'ambitionnait peut-être pas une remise en cause radicale des institutions, mais s'inscrivait davantage comme une critique interne, s'alignant ainsi sur une certaine tradition moderniste. Fraser revisitait le mouvement dont elle fut l'une des fondatrices, en notant que de nombreux des artistes de la critique institutionnelle ne voient pas leur activité en tant que critique ou alors mise en question de l'institution. Ou alors, comme Buren a évoqué en 1970 déjà dans la fondation du musée, je cite, « Si le musée imprime sa marque, impose son cadre sur tout ce qu'il expose de façon profonde, c'est en partie parce que tout ce que le musée expose est envisagé et produit exclusivement pour y être montré. » Ainsi, les œuvres d'art sont créées pour être exposées dans les institutions et ces derniers peuvent encadrer les œuvres précisément parce qu'elles sont destinées à cet environnement. Un point crucial ressort de l'analyse de Fraser. Les artistes et leurs pratiques contribuent eux-mêmes à la subjugation, à la réification et à l'institutionnalisation de l'art. Par conséquent, certains artistes du mouvement, conscients de cette dynamique, se sont tournés vers l'art performatif, vers les installations éphémères et street art. Ces créateurs, en mettant l'accent sur le rôle de la pratique artistique, cherchent à exploiter les potentiels critiques inhérents à la structure de l'œuvre d'art, ce que Dickey et Danto avaient ignoré. En résumé, Fraser avance que le cadre définissant ce que peut être considéré comme art s'est considérablement élargi et le succès même de la critique institutionnelle à conduire à l'intégration de nombreuses pratiques artistiques dans l'univers de l'art montre son échec. Néanmoins, les rapports de pouvoir sous-jacents demeurent quasiment inchangés et l'interdépendance entre les critiques des institutions et les institutions est indéniable. En conclusion, si l'institution continue d'exister et que les artistes ayant entrepris de la questionner ont fini par l'élargir et par être absorbés par elle, nous pouvons nous interroger quelles sont les stratégies de sortie envisageables. Ou, pour reformuler la question, comment aborder autrement la valeur et l'essence de l'art afin de parvenir à une compréhension différente du rôle de l'art dans notre vie, idéalement indépendante des institutions, pour mettre leurs relations de pouvoir en question. C'est dans cette optique-là que nous allons aborder la pensée lévinassienne sur l'art comme une piste possible de penser l'art différemment. Et je me tourne maintenant vers Lévinas. Si Danto et Dickey et les artistes de critique institutionnelle étaient absorbés par l'idéologie spontanée du monde de l'art en fin de compte, et il estimait que l'époque de l'imitation ou de la représentation est terminée et que l'avant-garde se désintéresse désormais de tels paradigmes, et s'ils soutiennent l'autonomie de l'art mais depuis le château invisible des institutions de l'art, les pratiques des artistes ainsi que les réflexions philosophiques sur l'art montrent une hétéronomie profonde au sein d'un engagement, dans le sens d'un engagement avec le champ politique et social. Nous intéressons ici aux réflexions esthétiques d'un philosophe qui semble manifestement hostile à l'art, le décrivant comme une fête pendant une famine.
car ce souci vis-à-vis l'art montré par Lévinas nous laisse de sortir de l'idéologie spontanée du monde de l'art. Emmanuel Levinas n'a pas abordé l'art de manière systématique et il n'a pas formulé une philosophie de l'art proprement dite. Toutefois, nous pourrions nous demander avec Richard Cohen, je cite, « Si Levinas n'était pas intéressé par l'art et l'a rejeté, d'où alors cette richesse des références aux œuvres d'art dans ses textes ?» La réponse, bref, est qu'il était intéressé par l'art, mais non fasciné par l'attitude esthétique. Dans le cadre de ce texte, nous nous concentrons sur deux textes de jeunesse du philosophe qui sont cruciaux pour comprendre le statut de l'art dans la philosophie lévinassienne. Nous examinerons La réalité et son ombre, publié en 1948, et le troisième chapitre de l'existence à l'existant, intitulé Existence sans monde, publié en 1947. Une lecture lévinassienne de l'art se distingue de plusieurs manières des approches institutionnelles de l'art et on va voir comment. Premièrement, pour Lévinas, ni la théorie de l'imitation ni celle de la représentation ont pris leur fin. Cela parce que l'imitation et la représentation demeurent dans les pratiques artistiques indépendamment de leur genre ou de l'époque. Ce sont des potentiels intrinsèques de tout art. Deuxièmement, pour Lévinas, plus qu'une période historique ou un paradigme théorique, la relation entre l'art et la nature, image et réalité, imitation, représentation et création, réalité, transcende la simple question de nouvelles formes de l'art. Elle s'inscrit profondément dans l'essence même de l'art, indépendamment de son style. De l'analyse critique et phénoménologique de Lévinas de Réalité et son ombre jusqu'au dernier texte publié sur l'art par Lévinas de l'oblitération, émerge non seulement un intérêt pour l'art et l'esthétique, mais aussi un engagement profond avec la question de la sensibilité de l'art, de la signification de l'art. Troisièmement, l'art montre le statut de ce qu'on peut appeler atopos chez Lévinas. Atopos comme non-lieu, pour citer un article récent d'Inga Römer, a un double statut. Cela signifie d'une part la notion de il y a, le rythme de l'être, mais de l'autre part la possibilité d'un au-delà de l'être. Nous voyons Lévinas non comme l'ennemi de l'art, mais comme le philosophe qui voit ces deux aspects, ces deux potentiels en même temps dans tout art. Dans une première définition de l'art, Lévinas le caractérise ainsi, je cite, « L'art fait les objets sortis du monde, les arrache par là à cette appartenance au sujet. » Dans cette perspective, l'art transforme la réalité. Mais cette transformation, je cite, ne découle pas de l'éclairage et de la composition de l'œuvre, de la tendance et de l'agencement du narrateur, mais bien de la relation indirecte que nous établions avec eux, à savoir leur exotisme. Par conséquent, ce n'est ni principalement une institution de l'art, ni une dénomination institutionnelle qui confère à un objet son statut d'œuvre d'art, mais plutôt sa matérialité comme extériorité et spéciale vis-à-vis des objets ordinaires du monde, comme arrachement aux objets du monde. C'est le fait qu'il constitue un cadre autour de quelque chose et qu'il est ainsi séparé de la réalité qui rend un objet une œuvre d'art. Les œuvres d'art sont des objets de notre monde, mais, je cite, à travers eux, les choses représentées se dégagent de notre monde. Fin de citation. Ainsi, quel que soit l'effort cognitif déployé pour comprendre l'art présente une extériorité, une altérité qui ne peut être réduite ou absorbée à une quelconque connaissance ou au sein d'une institution de l'art. L'art se situe dans l'entretemps de la connaissance du monde. De plus, cette caractéristique ne se limite pas à l'art non réaliste. Je cite, « L'art même le plus réaliste transmet ce caractère d'altérité. » Fin de citation. Nous voyons que dans un premier temps, au regard de nos discussions antérieures, le risque d'être réassimilés par les institutions et que les œuvres d'art puissent perdre, à nos yeux, leur altérité, leur non-appartenance au monde, tandis que tout au début, ce sont ces institutions qui, selon les théories institutionnelles, ont créé une altérité et une étrangeté de l'art. Ce qui nécessite alors l'émergence d'une nouvelle altérité et le renouvellement de l'altérité de l'art, ce qu'on va appeler l'art comme témoignage.
L'exotisme de l'art se manifeste dans sa sensibilité particulière. Ce qui se déroule au corps de l'art, c'est qu'il quitte, je cite, c'est qu'il quitte la perception pour réhabiliter la sensation, à détacher la qualité de ce qu'on renvoie à l'objet, fin situation. Il s'opère ainsi un retour à l'impersonnalité de l'élément. Ultérieurement, dans Réalité et son ombre, cette conceptualisation se précise sur l'aspect de ce que l'on pourrait voir comme désengagement sensible ou désintéressement esthétique de l'art. L'image marque une emprise sur nous, plutôt que notre initiative. C'est une passivité foncière. De ce fait, bien que l'art produise des objets considérés comme œuvres d'art, ces derniers ne révèlent pas des objets de notre cognition menant à une connaissance. Nous sommes détachés de la réalité et nous n'avons aucun intérêt envers celle-ci. Ce phénomène provoit de la forme sensible spécifique et de la matérialité de l'art représentant un potentiel inhérent à toute forme artistique. L'art peut alors être envisagé comme, je cite, l'événement de la sensation en tant que sensation, c'est-à-dire l'événement esthétique. La sensation et l'esthétique produisent donc les choses en soi, non pas comme des objets de degré supérieur, mais en écratant tout objet. Fin citation. Cette sensation esthétique, également comparée au rythme musical dans Réalité et son ombre, pour illustrer la temporalité spécifique de l'art, n'est pas uniquement caractéristique de l'art représentatif ou réaliste, elle constitue une caractéristique potentielle de tout art indépendamment de son statut institutionnel ou son époque, uniquement à cause de cette matérialité et de sa forme désengagée et détachée du monde. En fait, comme le montre Richard Cohen dans sa lecture positive de Réalité et son ombre, Lévinas ne compare pas l'art avec l'éthique, mais avec la connaissance ou alors avec la science, où la réalité est représentée par la science et la pratique artistique par les images en tant que l'ombre de cette réalité risque d'être totalisant. Par conséquent, Lévinas présente l'art et la science comme deux domaines antagonistes, tout en soulignant leur potentiel totalisant et désengageant. L'art, par sa nature, détache une partie du monde, la suspend dans une sensibilité pure, amène les choses à une lumière, mais pas la lumière de la connaissance et des concepts, mais plutôt une lumière obscure. Néanmoins, malgré le fait d'être arraché à la connaissance et aux catégories de notre connaissance, l'art nous semble comme l'expression d'une intériorité, soit celle de l'artiste, par exemple on parle du monde de Delacroix, ou des objets, D'où le fait que, je cite, par la sympathie avec cette âme des choses ou de l'artiste, l'exotisme de l'œuvre est intégré dans notre monde et il en est ainsi tant que l'altérité d'autrui demeure en alter ego accessible à la sympathie. Fin de citation. Autrement dit, nous avons une tendance à penser d'avoir accès soit au monde de l'artiste ou des choses et comprendre l'autrui à travers son art. L'étrangeté et l'exotisme de l'art disparaît dans ce mouvement de compréhension. On peut peut-être dire que la théorie de l'art, le monde de l'art et les institutions de l'art ont comme effet secondaire cette neutralisation de l'étrangeté et de l'exotisme de l'art, d'où nos présuppositions, attentes, expectations formées et encadrées par l'institution de l'art. Pour Lévinas, tout art est une recherche de cette extériorité, en fin de compte, cette étrangeté essentielle, couvert souvent par la sympathie, d'où la peinture est une lutte avec la vision. La vision, comprise ici comme l'illumination du monde sensible, comme l'espace illuminé par la philosophie kantienne de l'espace, est comme atopos de l'Ilia, essentiellement lié à la cognition et à la connaissance théorique, donc aux quatre que l'institution peut nous donner. Le danger des théories de l'art qui définit l'art depuis un statut souverain, c'est la perte de cette étrangeté. Autrement dit, l'art ne montre pas sa valeur une fois que les critiques, les théories et les institutions de l'art nous en montrent. La première et la singulière valeur de l'art peut seulement être découverte si on arrive d'accepter d'abord la matérialité étrange et l'altérité de l'art, qui est, je cite, l'épais, le grossier, le massif, le misérable, la nudité du monde sensible. Or, en deçà de ces usages. Dernier, la lumière des formes par lesquelles les êtres se réfèrent déjà à notre dedans, la lumière est le fait même d'Ilia.
Les œuvres d'art sont séductrices, attirantes et absorbantes, étranges et perturbatrices, et malgré tout, il ne faut pas neutraliser ou normaliser cette étrangeté. Pour résumer, l'analyse lévinassienne des arts au sein de l'existence à l'existant et la réalité et son ombre n'est pas une reproche vis-à-vis l'art, ni un refus de l'art, mais au contraire, Lévinas nous montre un mouvement potentiellement double de l'art. D'abord, soit à cause de la sympathie ou alors la neutralisation et normalisation de l'art par les théories et des institutions, ou alors cette idée du monde des artistes, on prend l'art comme une occasion pour comprendre quelque chose sur quelqu'un ou un objet. Deuxièmement, l'art, soit cette matérialité nue des objets et des choses de l'ordre d'il y a, ce qu'il est étrange, entre-temps épais. Le deuxième caractère de l'art, qui est celui soutenu par Lévinas lui-même, pose deux questions. D'abord, si l'art c'est de l'il y a, et nous savons que pour Lévinas, il y a à le statut de l'existant avant l'émergence ou la présence du visage d'autrui et de l'éthique, alors quelle est la valeur de l'art? Deuxièmement, avons-nous néanmoins une possibilité de rencontrer l'autrui à travers de l'expérience esthétique sans prétendre de le comprendre, sans absorber l'art au sein des cadres de compréhension? Pour répondre à ces questions, il faut aussi aborder l'idée de l'iconoclasme juif chez Lévinas, mis en avant dans Réalité et son ombre. Je cite, la proscription des images est véritablement le suprême commandement du monothéisme, d'une doctrine qui surmonte le destin, cette création et cette révélation à rebours. Fin de citation. Il faut voir dès le début que Lévinas ne parle pas ici d'une interdiction des images ou de l'art, mais plutôt de deux aspects de tout art, toute image qui montre deux temporalités différentes. Celle des images en tant qu'idole, la temporalité du destin, et deuxièmement celui de la création, la révélation. C'est vers cette deuxième notion qu'il faut diriger nos recherches et c'est là où il faut chercher éventuellement une notion positive de l'art chez Lévinas qui sera de l'art engagé. La représentation dans le sens négatif de la ressemblance est demeurant dans la sphère de cette ressemblance. C'est l'analogue d'être rivé dans une autre œuvre de Lévinas de l'évasion peut se manifester dans toute forme d'art, à travers tout médium et toute époque de l'histoire de l'art, à cause de la possibilité de l'art de nous détacher du monde, de nous jeter dans la jouissance pure et d'esthétiser la vie d'une façon totalisante. Néanmoins, et de façon équivalente, la représentation dans un sens positif et éthique peut survenir à n'importe quelle époque de l'histoire de l'art et dans n'importe quel médium artistique en fonction de la manière dont on traite les images, les œuvres d'art et la question de leur matérialité. Cependant, dans ces deux textes au moins, Lévinas ne nous offre aucune idée explicite de cette représentation et il devient notre tâche de construire à partir des textes de Lévinas une nouvelle esthétique engagée. Pour formuler les choses autrement, une esthétique qui essaye d'être plus que simple jouissance ou qu'un simple rythme de l'être est également une œuvre d'art qui tente d'échapper à la représentation dans les catégories des institutions ne devrait pas être piégée par les revendications institutionnelles d'une autonomie absolue de l'art ou ce qu'on a appelé avec Oliver Marchart l'idéologie spontanée du monde de l'art. Elle devrait plutôt être capable de créer des antagonismes, des perturbations, des ruptures, tout en étant consciente de ce danger d'il y a à tout moment. Enfin, si nous nous permettons de distinguer l'art en termes de sa valeur au sein de l'analyse lévinassienne, l'art tyranniquement désintéressé et éthiquement engagé serait distinct sur une base éthico-politique. D'où la valeur de l'art provient de ce qu'il fait et non de sa nomination comme l'art par les institutions.
Ainsi, Lévinas n'est nulle part contre l'art, mais contre un certain fétichisme ou esthétisme du monde de l'art, et de l'art en tant qu'institution, qui peut aveugler l'art non seulement à ses propres fondements politiques, sociaux et éthiques, mais aussi à sa tâche ou valeur en tant que l'art. La réalité et son ombre termine par une réflexion sur la critique de l'art. Lévinas ne développe pas cette idée, mais on pourrait dire qu'il s'agit ici d'art qui se voit toujours déjà engagé. Et une philosophie de l'art étroitement liée à une telle esthétique ne considère pas, selon Cohen, la critique comme extérieure et aliénée à elle-même, donc réservée exclusivement aux savants. Cette perspective contraste radicalement avec les théories de Danto et Dickey, où persiste une relation hiérarchique entre les connaisseurs, les critiques, les théories et le grand public et les œuvres d'art. Par ailleurs, l'approche de Lévinas nous révèle que l'art doit constamment rester conscient de sa capacité à évoluer et de ses potentiels critiques. Lorsqu'une autorité institutionnelle remet cela en question, l'art doit se révolter si sa valeur ne dérive pas de cette autorité. Dans la réalité et son ombre, Lévinas ne développe pas les liens entre l'art et l'éthique. Dans cette perspective, l'art et les sciences ne sont pas considérés comme antérieurs à l'éthique. Néanmoins, Lévinas ne soutient pas l'idée de politique ou l'éthique avant l'art, ou alors l'art avant politique ou éthique, de manière radicale, mais il les voit dans une relation profonde. Nous pouvons ainsi dire que la tâche d'une esthétique lévinassienne après Lévinas lui-même consiste à montrer que l'image, l'art elle-même, la matérialité et la médialité de l'image devenaient manifestes dans une expérience esthétique. Cela signifie que l'art finit par accueillir une double fonction ou un double potentiel. Il peut constituer un désengagement, il peut être dans l'ordre d'Ilia, et un plaisir désintéressé, ou alors il peut être engagé et devenir le lieu du sens grâce à sa conscience ou alors à sa conscience de sa matérialité elle-même. Qu'est-ce qu'un art engagé et non institutionnel alors? Depuis 2018, dans la littérature récente, dans les domaines de théorie des médias et de tournants iconiques, Dieter Mersch et Johannes Benke ont tenté d'interpréter l'esthétique lévinassienne à la lumière de ces théories. Leur recherche nous offre une perspective permettant de saisir comment Lévinas peut être vu comme un philosophe qui aborde la médialité de l'art, la matérialité de l'art et les complexités de cet aspect d'une manière riche et unique et considère les médias non pas simplement comme des outils, mais comme les vecteurs d'engagement sensible avec l'extériorité. Cette approche révolutionne notre compréhension du médium. Plutôt que le voir comme un moyen pour transmettre un message, il est compris comme étant le message lui-même. Cette perspective nous reconduit forcément vers les images dans la pensée de Lévinas en tant que telle, les œuvres d'art en tant que telles, et met en lumière l'importance cruciale de la matérialité dans l'esthétique lévinassienne, laquelle peut finalement être considérée comme l'aspect performatif de l'art, possible pour toute pratique artistique. Pour revenir à nos questions initiales, si nous cherchons des sorties à la tyrannie des institutions, nous devons nous réorienter vers la performativité, vers la matérialité artistique, vers la primauté du médium, vers une autonomie hétéronome de l'art, puis tenter de discerner en quoi la médialité du médium artistique peut être identifiée. Il est nécessaire de rechercher des stratégies réflexives qui rendent visible la condition matérielle même et la logique interne du médium. Un des résultats possibles de cette démarche pourrait être un retour de notre attention sur la matérialité de l'art elle-même et la recherche de possibilités dans cette caractéristique même qui arrive à contester les efforts de cristallisation des institutions et de toute manière mentionnés ci-dessus. De plus, si on met l'accent sur la médialité et la matérialité, nous pouvons être conscients de la temporalité problématique de l'art.
c'est-à-dire l'entretemps de l'art. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'esthétique lévinassienne est souvent interprétée au regard de l'iconoclasme du judaïsme et aux orientations religieuses de Lévinas. Cependant, même dans le judaïsme et dans la Bible, comme le montre de manière très riche Gottfried Bohm, l'interdiction des images a un sens très spécifique. Elle n'est pas dirigée contre les images en tant que telles, mais contre un certain fétichisme à l'égard des images, un certain contentement avec l'esthétisation du monde et le fait de rester à ce niveau. Ainsi, une telle interdiction pourrait déjà être interprétée comme contestant la possibilité de clôture de toute idéologie spontanée du monde de l'art en soi-même. Nous verrons plus tard comment cela permet réellement aux images de manifester leur véritable puissance. Pour montrer le pouvoir des images, nous avons besoin de faire quelques remarques sur l'idée de la politique chez Lévinas. Rappelons rapidement que pour Lévinas, l'éthique en tant que philosophie première ne commence pas par une condition de guerre, mais par une invitation au discours et à la paix. L'autrui n'est pas mon adversaire, mais une possibilité du sens, de la signification et de la responsabilité au sein d'une subjectivité submergée dans l'être. Ainsi, une politique émergente de l'éthique lévinassienne ne sera pas orientée vers la guerre et la limitation de l'autrui, mais vers la générosité, vers la paix. Et en tant qu'esthétique vécue, elle concernerait la distribution sensible de cette générosité. Ainsi, d'un point de vue lévinassien, je cite, « Le politique signifie que l'autrui peut être contact, être touché et médiatisé de manière sensible. » Fin de citation. Ce moment politique est bien sûr perturbant et déstabilisant. Et comme le dit Simon Critchley dans un article récent, je cite, « un moment de négation sans aucune affirmation, un refus de synthèse, et donc un défaire sans fin de la justice momentanément formée pour continuer le train de renouvellement de la justice avec le dire lévinassien. » Fin de citation. Ou alors, on peut reformuler cette idée avec, encore une fois, dans un autre livre par Oliver Marchart, son dernier livre, Conflictual Aesthetics. Je cite, « La politique est le moment où la politique en tant qu'ordre social et culturel est existant et perturbé. Le politique, d'autres termes, est la réponse sensible, temporaire à l'appel d'autrui qui perturbe la politique fixe, mais doit ensuite, bien sûr, être défaite par la demande infinie de l'autrui. Transposé dans le domaine artistique, le politique lié à l'art serait un questionnement permanent des lois de l'idéologie spontanée du monde de l'art et des règles esthétiques en termes de création de rupture au sein du système fixe des signes. Par conséquent, si on considère le politique comme le moment de concrétisation de la demande infinie de l'éthique, comme le dit Critchley dans son article publié en 2004, un moment de finitude vis-à-vis l'infinitude de l'éthique. Et si ici il s'agit de l'art de répondre à la demande singulière de l'autre, on peut voir la relation entre la politique et l'éthique comme celle entre une prise de décision finie et une demande éthique infinie qui demeure toujours déjà derrière la politique. Cette perspective nous permet également de critiquer la pensée politique basée sur la souveraineté des institutions de l'art. Il s'agit plutôt du politique qui prend acte de la pluralité et se trouve toujours déjà en réponse, responsable et donc potentiellement capable d'actions subversives si nécessaire. Et finalement, déjà appelé le politique, l'art de répondre ouvre des pistes pour penser la relation entre l'art et politique différemment. Dans cette optique, l'artiste peut répondre esthétiquement et de manière sensible à la demande d'autrui, tout en créant les ruptures au sein des cadres institutionnels.
De plus, à partir de la perspective de théorie des médias, cela signifie une rencontre performative avec l'autrui à travers une intervention artistique basée sur des décisions particulières et situationnelles et subversives. Comme nous l'avons brièvement mentionné ci-dessous, réalité et son nombre conçoit l'image comme un nombre de la réalité, un entretemps doté du pouvoir de nous affecter et de nous maintenir dans une passivité. Comme le dit Marshall dans un autre contexte, je cite, « Les médias occultent leur médialité dans la même mesure où ils produisent des effets médiatisants. Les médias renoncent à leur propre apparition en faisant apparaître quelque chose. Cette présence a la forme d'une absence. » Fin citation. Ainsi, toute image et tout art, à cause de leur médialité et matérialité, peut être l'ombre de la réalité. Cela est inhérent à l'œuvre d'art et cette ombre est la propre médialité ou matérialité de l'art. Si cela est inhérent à l'art, à toute image, alors la question n'est pas de surmonter, mais de le rendre visible ou de chercher d'un art qui témoigne de son obscurité, qui assume et révèle sa médialité et introduit une temporalité qui met en question la temporalité du musée. Cela pourrait être accompli par des pratiques artistiques qui dépassent de manière radicale tout cadre institutionnel. Divers actes de distorsion, d'oblitération, créer des bifures, de subversion de discours esthétiques témoignent de cette autocritique possible de l'art et de son potentiel pour surmonter toute esthétisation, même sous forme de critique institutionnelle. De telles pratiques pourraient être analogues à une relation avec l'autrui, par conséquent introduire une dimension de l'infini comme une autocritique infinie dans les pratiques artistiques. De plus, un autre aspect problématique de toute image et de tout l'art est leur être rivé dans l'instant ou dans leur entretemps. Une image ou une œuvre d'art qui oublie cette temporalité se transforme en idole. Le White Cube, le musée et la galerie, le cadre institutionnel pourrait ultimement conduire à cet oubli de la temporalité, à cette être prise dans l'entretemps, dans un entretemps qui bloque à la fois l'utilité et est rivé dans l'être des images, des œuvres d'art sans aucune réflexivité ou réceptivité. Pour résumer, le désengagement des images pour Lévinas montre une ontologie spéciale car elle crée un nombre de la réalité, mais un nombre qui existe et persiste en soi-même. C'est un auto-ombrage irreprésentable de nature temporelle ayant le pouvoir de nous attirer et de nous affecter. Une interprétation iconique n'oublie pas cette indisponibilité, n'oublie pas cette temporalité, mais le rendre visible. Si nous interprétons l'interdiction des images chez Lévinas et ses formulations des caractéristiques des images dans réalité et son œuvre à travers le prisme de la théorie des médias et le tournant iconique, à savoir comme le conflit interne de l'image vis-à-vis la représentation, alors nous pourrions dire que ce qui est en jeu dans réalité et son œuvre n'est pas une réfutation de l'image ou de l'art, mais un commandement contre l'oubli de la matérialité et de la temporalité de l'image. Cette nécessité de se souvenir est réalisée à travers des pratiques artistiques qui créent des ruptures au sein des institutions de l'art et amènent à une performativité de l'art. En conséquent, l'aspect désengageant et engageant en même temps, affectif et dans un certain sens intéressant de l'art est radicalisé chez Lévinas. C'est une invitation à être conscient de la matérialité nécessaire des images et de toute œuvre d'art. Cette prise de conscience devrait être recherchée sous forme d'action artistique critique performative au sein même d'un médium artistique afin d'éviter d'être réabsorbé dans la normalité de l'institution de l'art et du monde de l'art. Pour reformuler les choses avec Johannes Benke, je cite, « La nature affective de l'image est le point de renversement crucial pour cette dialectique. Cela déplace le focus des conditions institutionnelles vers le médium lui-même,
permettant à l'image de rendre compte de ses propres effets. Avec Levinas, nous pouvons soutenir que cet engagement complexe avec et à travers l'image conduit à un changement de signification de l'image elle-même. Elle n'est pas un objet autonome à analyser. Au lieu de cela, elle insiste pour être, apparaître et montre une responsabilité impliquée au-delà de son rôle comme art au sein de l'institution. La critique lévinassienne des images et ce qui a été appelé son iconoclasme ne concerne pas les images qui ignorent la temporalité. Elle s'intéresse plutôt aux images qui acceptent cette temporalité. Ainsi, chez Levinas, on peut dire que nous avons affaire à la mémoire et à sa représentation, un commandement contre l'oubli, se rappelant la médialité et la temporalité de cette médialité. Cela a également un aspect politique, car cela porte les analogies avec la réponse à la demande infinie de l'autrui, qui est en effet une performance au sein de la temporalité et de la médialité, et l'impossibilité de représentation. L'idée de ne pas faire d'image pourrait être reformulée en ne pas être prise par les images, de ne pas accepter simplement les lois de l'idéologie spontanée du monde de l'art. C'est un commandement à la liberté et contre l'oubli et pour les spectateurs et pour les artistes. Il s'agit d'un appel à une modification infinie de la mémoire par les images transistoires. Et telle œuvre d'art qui souligne une telle temporalité et présente la matérialité de l'art sont les œuvres d'art politiquement engagées. Lue de cette manière, l'esthétique lévinassienne pourrait être vue comme un appel pour une esthétique qui exige une temporalité dynamique et une apparition infinie de réponses multiples et variées. Alors, une esthétique liée aux politiques par la vertu de leur potentiel subversif partagé. Une telle esthétique irait au-delà des dynamiques et les structures institutionnelles et nous pourrions même dire qu'elle pourrait être la base d'une nouvelle aesthesis, une nouvelle sensibilité. Finalement, la liberté des œuvres d'art est une liberté investie, est une liberté performative qui refuse l'appropriation instrumentale, soit par les musées, les galeries et les institutions, soit une instrumentalisation idéologique et morale directe. Mais en même temps, c'est une liberté qui émerge au sein d'une responsabilité vis-à-vis sa propre matérialité et sa propre temporalité de l'œuvre d'art. L'art peut avoir le potentiel de questionner les mouvements totalisants des instituts tout le temps. Non pas parce qu'il possède son propre monde seulement, mais parce qu'il possède une matérialité et une temporalité potentiellement subversives. L'autonomie de l'art dans le cadre d'une philosophie lévinassienne pourrait être transformée à une autonomie hétéronome. Une liberté arbitraire se transforme à une liberté de responsabilité et de réponse. Une matérialisation temporelle impliquée et irréversible de la responsabilité. Alors, nous pourrions dire que l'esthétique, en ce sens, est une sensibilité subversive marquée par une pensée de l'autrui. Cela signifie un caractère essentiellement passif de l'autre art, mais aussi un caractère responsable de l'œuvre d'art. Un caractère qui accepte toujours l'étrangeté de l'œuvre, mais en même temps aussi la responsabilité de l'œuvre. C'est peut-être ici qu'on peut revenir à Nochlin. Il faut chercher cet atopos de l'art, et peut-être cet atopos nous ouvre des pistes pour donner lieu à ceux et celles qui n'ont pas la chance d'appartenir à la race blanche. Je vous remercie.